comme à chaque fois dans le cadre du colloque du séminaire, il y a toujours une partie d'étudiantes ou d'étudiants, et cette année ce ne sont que les étudiants, qui interviennent. Je tiens absolument à ce que nos étudiants-chercheurs interviennent dans le cadre du colloque. Ça fait partie du processus, ça fait partie du jeu de la recherche. Et donc aujourd'hui, il y en a trois, Francesco Canova, Théo Malira et Raphaël Lodge, qui vont vous faire chacun une intervention plus courte que celle des autres, mais voilà, qui participent à l'action du colloque. Messieurs, Je peux commencer? vas-y. Alors, bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre de ces colloques, je voudrais parler de la figure du veilleur et du spectre de la catastrophe. Alors, nous avons dit lors des séminaires avec Fabien Vallos qu'en spectre, mot qui provient du latin spectrum, qui signifie l'image comme simulacre, est le résultat d'un regard comme projection immatérielle. Le spectre, ça renvoie souvent à une menace. Nous pouvons penser à la littérature romantique du XIXe siècle, par exemple, qui est peuplée par des spectres. Et un spectre est toujours lié au passé, au présent et au futur. Pensons par exemple à un des spectres plus célèbres, le spectre du communisme annoncé dans le manifeste de Karl Marx, un spectre qui hante l'Europe, donc d'une position future, immatérielle et terrifiante, prête à devenir pour changer l'ordre des choses. Pour reprendre les paroles de Derrida, le spectre est et n'est pas, c'est un mort qui vient encore, en revenant, dont l'avenue est toujours déjà en retour, et dont le mode d'être est redoublé, dédoublé ou paradoxal. Un spectre n'est pas autre chose que ce qui n'a plus que l'apparence d'une chose. Elle ne détient ni la matérialité, ni le corps. Donc, le spectre est une apparence qui vient se rendre visible sur notre espace de perception. Et c'est la présence de ces spectres que nous nommons hantises, ou lors des séminaires nous avons nommé hantises, au point que les espaces que nous habitons sont eux aussi habités par ces apparences, qui s'encroustent et qui prennent place dans notre présent, en réduisant même la place où nous vivons. Je rappelle que le mot hantise vient de l'ancien nordique heimta, qui a à voir avec la fréquentation de maisons, souvent avec un mouvement qui procède de l'extérieur à l'intérieur. Donc, ces hantises occupent nos espaces dans le présent et nous obligent en forme de cohabitation, donc sous le même toit. Donc, ça signifie qu'il y a des conséquences, il y a une réduction de notre espace de vivabilité et aussi une autre façon d'habiter le monde et nos espaces. Donc, Fabien Vallos avait dit que nous pouvons dire que toute hantise est toute manière particulière d'éprouver une coprésence au sens d'une cohabitation. Donc, dans l'hantise, quelque chose vient prendre place chez nous, et en fait, cette place qu'elle vient prendre, elle occupe l'être. Donc, il nous rend indisponibles. Et donc, cette réduction, qui advient surtout aujourd'hui, par exemple avec une surabondance d'images qui sont produites, une ubermasse, pour utiliser les mots d'Heidegger, provoque une crise de nos espaces. Et donc, c'est face à ça un peu qu'aujourd'hui, il faut vivre. Et ces spectres, en fait, à contrario de l'être qui a besoin d'un espace pour se déployer, en fait, ils n'ont pas besoin de se déployer. Ils s'encroustent en tant qu'apparence, dans tous les endroits possibles que nous avons créés. Donc, nous nous retrouvons avec des maisons qui sont envahies par des spectres, comme dans les romans de Mary Shelley ou d'autres figures du XIXe siècle. Et ces spectres, ils nous entourent et nous demandent une élucidation. Et cette élucidation qui manque produisent des angoisses et produisent des préoccupations. Ils habitent les trous, les bosses, les plis, qu'on a créés à chaque prélèvement qu'on a effectué dans le monde. Lors des séminaires de l'année dernière sur l'image cinédétique et acinédétique, nous avons dit que chaque prélèvement qu'on effectue sur le monde, surtout c'est des prélèvements qu'on effectue sans conscience, pour prélèvement, on prendra l'exemple d'une saisie d'une image. Une saisie d'une image qui est prise des fois sans conscience produit une violence sur le monde. Et la violence change les limites, change les frontières et change la configuration de quelque chose. Donc nous avons plus ou moins effectué des transformations sur le monde, et ces transformations produisent des déchets, des scories, des restes abandonnés, qui nous entourent, qui s'entassent dans chaque trou, dans chaque pli de cette nouvelle configuration. Et souvent, il n'y a pas des figures comme le chiffonnier, duquel Benjamin parle, qui s'occupe de recueillir ces déchets abandonnés, ou de les regrouper, ou de les réparer.
En opérant de cette manière, donc, avec cette violence, en produisant un nombre incalculable d'images, par exemple, et surtout avec arrogance, d'où latin ad rogare, sans demander, nous avons créé une infinité de spectres qui maintenant nous hantent et qui nous demandent de l'hospitalité, qui veulent entrer dans cette maison. Et pour reprendre les mots de l'écrivain Gesualdo Bufalino, je trouve que c'est assez contemporain, nous sommes devenus des collectionneurs de spectres, des séducteurs de spectres même. Et entre ces spectres, il y a un terrifiant qui nous angoisse tous les jours, qui annonce la fin du monde, la guerre nucléaire, la catastrophe écologique, la crise migratoire et la fin des ressources, par exemple, etc., etc. Donc, comment faire face à tout ça? Quelle position avoir face à toutes ces choses? En sachant que notre production de données sans limite, et souvent sans conscience, a engendré cet envahissement de nos espaces, par ce nombre incalculable de spectres. Donc, nous avons abordé, lors de séminaires, l'hypothèse que pour faire face à cela, nous pouvons repenser la philosophie comme une forme particulière de prendre soin de l'être hanté, ou de l'hantise. Donc, philosophie comme thérapie, et à la fois comme pharmacon. C'est prendre soin d'une modalité ou d'une forme de l'existence. Comme il le rappelle Foucault, prendre soin consiste non seulement à prendre la mesure de ce dont on est capable, mais à discriminer, sélectionner, opérer un tri et contrôler les représentations, tel un veilleur de nuit qui se tient à l'entrée des villes, afin d'en faire un usage approprié. Donc, dans le titre de mon intervention, en fait, je parlais de cette figure de veilleur, et je pense que nous pouvons imaginer cette figure comme la figure de quelqu'un qui se tient debout, qui se tient face au monde et qui résiste en force extérieure, ou à un être, ou à une autre chose, et qui fait un tri, donc, parce qu'il est posé sur une situation de frontières et des limites. Les veilleurs, comme les résistants, ne sortent pas de la position qu'il occupe et ne lâchent pas sa position. Donc, par exemple, dans la mythologie, il y en a des très célèbres, comme Argus Panoptes, qui a 100 œils et qui l'enferme 50 à chaque fois, pour veiller tout le temps et protéger les nymphes, pour éviter que Zéus les prenne, ou comme Atlante, qui tient le monde sur ses épaules et il ne peut pas se permettre de s'endormir. Il veille tout le temps. S'il s'endort, le monde va s'écrouler. Donc les veilleurs restent solides dans leur position, n'importe quoi qu'il arrive, toujours. J'ai trouvé, après, dans le Phédon de Platon, un concept assez intéressant, que c'est le concept de froura, et qui, pour Platon, identifie à la fois comme une forme de garde et aussi comme une forme d'être prisonnier. Donc, le veilleur, il tient cette forme de garde, comme une vedette, comme une sentinelle. À la fois, c'est une forme de garde qui peut être une forme de prison, comme Drogo, la sentinelle du désert de Tartare, qui est plus ou moins emprisonné dans les murs, dans ses remparts, en attendant cette armée étrangère qui va arriver. Il passe toute sa vie là-bas. Donc, j'ai trouvé un peu d'exemples de possibles veilleurs face aux périls et aux choses qui peuvent arriver de l'extérieur. Par exemple, j'ai trouvé la vedette de Moby Dick, qui surveille la mer et ne dort pas les nuits. C'est des vedettes qui s'échangent. Pour prévenir les autres d'un péril possible qui arrive de la mer, de cette profondeur. C'est la baleine blanche qui nous hante et torture, surtout l'imagination et le corps du capitaine Achab. Après, il y a la sentinelle du chapitre 21 du prophète Isaïe, qui se tient debout toute la nuit, une nuit tiède, comme elle est décrit, pendant un siège presque interminable, et qui reçoit des visions sinistres de dévastation. Je cite, « Au poste de guet, Seigneur, je me tiens tout le jour. À mon poste de gare, je reste debout toute la nuit. » Ou comme les sentinelles de l'Hamlet de Shakespeare, qui gardent les remparts du château pendant la nuit, et rencontrent le spectre du père du prince, qui porte de nouvelles terrifiantes avec son armure et son regard vide. Et cette nouvelle terrifiante, elle doit être bien interprétée. Sinon, il y a la catastrophe. Et à la fin du livre, en fait, il y a un total bouleversement de l'ordre établi, avec un gros changement. Après, j'ai retrouvé dans la biographie de Cheval Fou, célèbre chef Sioux, qui s'impose un état d'éveil pendant 3 jours. C'est un rituel très typique dans le monde Sioux et Lakota. Donc s'imposer des états de veille pour plus ou moins, je pense c'est de l'hypnagogie, je crois, pour accéder à des visions prophétiques qui doivent être liées après par des sages et qui peuvent déterminer le futur. Et donc, dans toute la mythologie indienne, par exemple, et dans l'histoire indienne, la mauvaise lecture de la vision du grand esprit de la part de Cheval Fou
c'est ce qui ramène à la catastrophe et à la perte de la guerre contre les hommes blancs ou les Waishu, comme ils sont appelés par eux, les voleurs du lardon. Ça fait rire, mais ça fait aussi réfléchir. Ou encore, j'ai retrouvé dans le monde ancien grec, il y a plusieurs figures de veilleurs, même Zéus, il veille sur Apollon, après quand il se rappelle que Prométhéeus, il avait annoncé qu'au bout d'un moment, il serait détronisé, Zéus, il commence à veiller sur Apollon, sur ses fils lumineuses, parce qu'il a peur que tout puisse changer, et l'ordre cosmique changer. Et après, j'avais trouvé intéressant qu'il y a plus ou moins toutes les figures de la nécessité dans la Grèce ancienne, donc Tyche, Athée, Ananké, les Érini, même les Moires, pendant que Chronos dort, où il est effondré dans ses rêves d'ambroisie, et dans son sommeil, il calcule les mesures de l'univers, il fait toutes ces choses, ces figures, elles veillent sur tous les hommes, sur tous les êtres vivants, même sur les dieux même. Parce que chacun doit avoir sa partie, pas plus, pas moins. Parce que le manque ou l'excès peut ramener à la catastrophe, peut être catastrophique. Ça, par exemple, c'est rappelé très souvent dans toutes les tragédies, où l'oubris, cet excès, ramène toujours à des finales qui sont désastreuses. Donc, le veilleur est celui qui trouve un moyen de demeurer dans un espace, selon moi, et de faire face à une force extérieure, à un être, et surtout, dans ces cadres, à un spectre. La vieille... Pourquoi il... Non. La veille devient une modalité de l'existence, une façon d'habiter le monde et d'en penser ses conditions de vivabilité. Et sa résistance, ça a été toujours appelé, est un acte politique, la résistance qui appartient à l'histoire de la lutte. Donc, cette lutte, ou cet acte de résister, pour moi aussi, c'est une épreuve agonale. Ou pour Agon, on entend la confrontation, la lutte, la compétition, qui dans la philosophie politique, souvent s'est définie à travers le polémos, la guerre, qui advient très souvent entre la police des Grecs et les barbaros, donc tous ceux qui sont à l'extérieur, et ils ne sont pas considérés grecs. Donc des éléments qui ne sont pas assimilables et qu'on essaie à chaque fois de repousser hors de frontières, des choses qui peuvent se passer aujourd'hui avec les crises migratoires et d'autres choses de cette typologie. Après, c'est intéressant que les barbaros, toujours en contraposition avec les Grecs, dans l'histoire, c'est des éléments qu'il faut essayer d'assimiler pour survivre et pour plus être hanté par leur présence et par leur spectre. Aussi parce que, si on se rappelle, tout ce qui est barbaros, c'est exactement ce qui définit les Grecs, qui sont exactement définis par ses contraires, et les barbaros à la fois. Il y a un lien indissoluble qui ne se peut pas se casser, en fait. Donc, ce que je propose, c'est que la veille peut devenir une modalité de l'être qui propose une économie de la spectralité, dans le sens grec du terme oikosnomos, donc une gestion de la spectralité chez nous, dans la maison, dans ses espaces, ses limites, ses frontières et ses défauts. Une gestion de la spectralité, pour reprendre Derrida, qui devient accueil. Souvent, en fait, il y a plus de possibilités de réparation des spectres. Une fois qu'ils existent et tout, des fois, on ne peut pas les réparer, on ne peut pas les changer. Le chemin est coupé et leur abandon est radical. Il nous reste qu'à proposer une forme d'hospitalité. Donc, que c'est une voie difficile avec ses ambiguïtés, ses contradictions, même ses dangers. Toujours Derrida rappelle que l'hospitalité peut déclencher avec la présence qui vient de l'extérieur un changement de position à l'intérieur de la maison, donc entre un maître et qui vient. Mais, soi-disant, peut-être cette hospitalité, c'est l'unique possibilité pour cohabiter sous le même toit, après à penser une éthique, toit de cohabitation, avec ces spectres que nous avons créés et pour éviter une possible catastrophe. Soi-disant, un entassement de ces spectres hors nos portes, que des fois on fait semblant de ne pas voir, même s'ils nous angoissent, et qu'au bout d'un moment, vont nous étouffer. Par exemple, un exemple historique, peut-être c'est en comparaison qui ne tient pas, mais dans l'Antiquité, je pense que le manque d'accueil et d'intégration, par exemple, de tous les barbaros qui étaient hors les portes de l'Empire romain ou des polices grecques, c'est peut-être une des conditions qui a causé peut-être la chute de ces empires, cette manque d'accueil et d'intégration à l'intérieur du système. Pour terminer, et pour ne pas vous faire souffrir plus, et je n'ai pas encore compris ou identifié qui peut incarner la figure du veilleur aujourd'hui. Peut-être et sûrement ils l'ont été dans le passé, et ils le sont encore aujourd'hui dans une certaine mesure. Les veilleurs peuvent être associés aux créateurs, donc à l'intérieur de tout ça les artistes, parce que, comme disait Deleuze, créer, c'est résister. Voilà.
très courte. C'est plus un commentaire finalement. Mais en fait, je m'attendais justement à cette conclusion parce qu'à un moment, tu cites Heidegger, mais Heidegger, il rapproche. Enfin, à un moment, tu as dit que le philosophe était ce qui permettait justement de lutter contre les spectres, la philosophie. Mais Heidegger rapproche la figure du poète, enfin de l'artiste, du philosophe justement. Et il me semble que face à la puissance spectrale, notamment des images, on a besoin justement de la figure de l'artiste et des œuvres d'art, justement pour arriver à décoder la puissance spectrale des images dans le réel. Oui, je suis d'accord. En fait, j'ai des choses que j'ai coupées pour rester dans les 10 minutes, mais c'est quelque chose, en fait, on avait parlé déjà de la poésie, c'est de l'acte de création qui était très, très lié à la philosophie, oui. Ça... Je m'attendais à cette fin, je suis content de l'avoir eu. C'était comme un bon film. Il y a d'autres commentaires qui ne sauraient se taire ou qui sauraient devenir spectral, là, maintenant, tout de suite. Ah, oui. C'était une très belle intervention, merci. C'était très imagé, c'était très beau. Moi, je vous conseille juste de regarder le travail de Mathieu Dupérex, qui a fait une très belle analyse de Giorgione, où en fait, la figure des oiseaux deviennent des vigies, et ces vigies, en fait, sont ceux qui vont guetter la tempête qui vient, les tempêtes qui viennent, et il fait toute une analyse comme ça qui croiserait tout à fait toutes les thématiques dont vous parlez, notamment parce que ça dépeint Venise sur un sol qui s'effondre. Et que finalement, cette figure de la vigie est tout à fait connectée à celle du veilleur. En plus, on est en Camargue, donc le lien avec les oiseaux est évident. Et vraiment, ce serait une jolie référence pour compléter le panel que vous nous avez offert, qui, une fois de plus, était très riche et très imagé. Merci. Je vous en prie. Je ne prendrai plus d'autres questions. Merci Francesco.